Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. À Istanbul, le forum d'affaires Turquie-Guinée a réuni plusieurs hommes d'affaires. Une rencontre qui va permettre aux opérateurs économiques turcs et guinéens de consolider la volonté politique des deux chefs d'État. En Guinée, précisément à Cancan, la première foire artisanale et touristique de la région vient d'être lancée. Une opportunité de montrer le savoir-faire des fils de la localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, les échos de la visite d'État du président de la République en Turquie, professeur Alpha Condé a conféré avec les hommes d'affaires qui l'accompagnent. Le chef de l'État et les opérateurs économiques guinéens ont fait une évaluation des différents contacts noués avec les hommes d'affaires turcs. Le compte rendu avec Sanassi Keita, envoyé spécial. Après le forum des affaires entre la Turquie et la Guinée ici à Istanbul, le président de la République rencontre les hommes d'affaires guinéens. Objectif, échanger avec eux sur les résultats issus des nombreux entretiens qu'ils ont eus avec les investisseurs turcs. Il ne faut pas vous associer avec les gens pour détourner leur argent. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut pas détruire l'image du pays. Les hommes d'affaires turcs, quand le président dit « allez à gauche », tout le monde va à gauche. Hier, le gouverneur a dit que le président a un grand défaut, il tient ses engagements. Il dit, c'est vous qu'on est d'accord parce que moi je tiens mes engagements. Vous voyez l'honneur que le président nous a fait en nous recevant, même des chefs d'État occidentaux ne les a pas reçus comme ça. Et quand le gouvernement est bien décidé, regardez, hier, on n'avait pas envoyé la demande de jumelage, ce qui était une erreur. C'est seulement en venant que le gouverneur revient avec. Mais le président a demandé et on a pu quand même signer ce matin, alors qu'il fallait demander avant, on a pu signer ce matin avec le maire. Et le maire nous a montré toutes les possibilités de coopération que nous avons. Donc nous avons défini plusieurs cadres de coopération. Il y a d'abord le partenariat entre privé et privé, c'est-à-dire vous vous associez pour créer une entreprise, parce que bien sûr nous allons acheter en Turquie, mais notre objectif n'est pas le commerce. Notre objectif est de transfert de technologies d'usines en Guinée, c'est-à-dire amener nos partenaires à construire des usines de montage en Guinée, par exemple de tracteurs, de beaucoup de choses. Parce que je vous ai dit que le commerce ne fait pas avancer un pays parce que vous achetez en devise. Par contre, quand nous produisons en Guinée, nous consommons en Guinée, nous produisons ce que nous voulons et nous achetons en francs guinéens. Donc ça c'est le premier partenariat. Bon. Le deuxième c'est partenariat public-privé, c'est-à-dire vous et nous, par exemple, ils construisent un barrage. Et nous, l'État s'engage à acheter le courant produit pendant X années, le temps de finir. Ça, c'est le deuxième partenariat. Troisièmement, c'est toujours le BOT, mais seul, ils construisent et nous, on achète tout. Bien, par exemple, ils font une autoroute et il faut en faire le péage. Maintenant, le dernier, c'est avec l'intervention d'Exim Bank. C'est-à-dire, il y a des projets, par exemple, pour faire des routes, ça coûte cher. Donc, ou bien, nous voulons par exemple faire Coloma. En ce moment, nous avons demandé une ligne de crédit que le président a insisté pour qu'on donne cette ligne de crédit. Vous savez que le vice-premier ministre qui est chargé des finances était venu dans l'hôtel, on a longuement discuté. Donc ça veut dire que les entreprises turques maintenant peuvent avoir accès à la ligne de crédit d'Exim Bank pour faire un crédit concessionnaire pour faire certaines activités qui coûtent cher. Quand vous construisez une route, ça coûte quand même cher. Donc on sera accompagné. Voilà de différents types. Mais le problème c'est la capacité financière des hommes d'affaires guinéens, ce qui n'est pas très énorme. Donc nous allons avoir deux rencontres à Conakry. Le nouveau président de la BID, Banque islamique de développement, va venir le 23 janvier à Conakry. C'est son premier voyage depuis qu'il est président. Et il va venir avec le secteur privé. Je pense que non, ils ne sont pas là. Il y a Kaba Guiter, Keneko est là, non? Voilà. Et ils étaient avec moi à Jeddah. Et ils ont vu que le secteur, la BID peut financer le secteur privé, je crois, à 2 ou 3% sur 15 ans. Donc, lui, il va venir, c'est pour rencontrer des hommes d'affaires privés pour pouvoir financer leur projet, c'est-à-dire vous faire un prêt sur 15 ans avec 2%, ce que vous nous prenez 2 ou 3% maximum. Donc, ça, c'est pour permettre aux hommes d'affaires guinéens d'avoir une surface pour être capable d'être actionnaire. Et ensuite, le directeur général de l'AFD, l'agent français de coopération, qui va venir aussi en janvier. Vous savez qu'à côté de la quête de produits, il y a ce qu'on appelle la Coparco. La Coparco est la branche qui finance les entreprises privées. Donc, les deux, ça c'est pour permettre à ceux qui ont des projets, mais il faut avoir des projets.
Il faut avoir des projets bancables, parce qu'une banque ne va pas vous financer si on n'a pas de projets bancables. Donc, ce que je souhaite, c'est que vous ayez, d'ici leur arrivée, des projets bancables qu'on peut présenter à eux, qui peuvent accompagner. En ce moment-là, par exemple, si vous avez un projet avec un entrepreneur turc, vous n'allez pas être parent pauvre à 10%. Donc, si vous êtes accompagné par la ville, vous pouvez être partenaire, gagner 51, 49, ou en tout cas, quelque chose comme ça. Donc, l'étape la plus importante pour vous aujourd'hui, c'est de rencontrer avec ces banques de développement qui financent le privé afin d'être accompagné. Parce qu'aucune banque ne vous fera des prêts à 2 ou 3%. Si c'est 15%, vous ne pouvez rien faire. Le président de la République a par ailleurs insisté sur la nécessité d'avoir surtout des projets bancables. Mais surtout, il ne faut pas décourager. Parce qu'aujourd'hui, nos partenaires, du fait que le président est très engagé avec la Guinée, même quand nous avons été visiter le centre, c'était écrit « Bienvenue » en français avec le drapeau guinéen. Vous voyez même ce qu'ils ont sur là, le drapeau turc et guinéen. Donc vraiment, même le seul habit que le président a donné, si vous voyez le seul habit, c'est écrit Alpha Condé en même temps. Donc, si les sous disent bon, et pour les femmes, c'est extrêmement important parce que l'artisanat, ce que je constate, c'est que les femmes guinéennes sont très elles font beaucoup. Mais on a un grand problème, c'est l'emballage. Et le beurre de qualité intéresse les gens, les choses moringa, mais c'est la présentation. Donc c'est sur ça que nous allons travailler. Et vous, votre rôle, c'est de voir quels sont les produits guinéens qui sont l'artisanat qui sont les plus recherchés. À ce moment-là, c'est vous qui nous mettez l'accent pour que ce soit ces produits qu'on privilégie. Parce que ça permet à l'artisanat guinéen de se développer davantage. Et surtout, nous sommes en train de travailler avec Yakaway pour trouver aux femmes les moyens de faire une production élargie. Parce que pour le moment, elles peuvent faire 10, au lieu de faire 10, elles peuvent faire 100. Donc, il y a plusieurs types. Nous voulons vendre à l'extérieur en nous appuyant sur notre artisanat. Et nous voulons qu'il y ait des usines qui s'installent en Guinée pour qu'on n'achète plus à l'extérieur. Donc, votre rôle aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires pour créer des usines. Puisque nous avons du courant, nous allons avoir soit petit. Donc, on n'aura pas de problème d'énergie, qui est le fondamental. Le deuxième, c'est les routes. Bon, le troisième secteur maintenant, c'est le tourisme que nous voulons beaucoup développer aussi. Là aussi, il faut penser à ce secteur puisque l'hôtel Bel Air va être rénové. Mais le tourisme, c'est les routes, par exemple, pour aller de là-bas et tout ça, etc. Donc, il faut bien comprendre les différents secteurs de coopération. Donc, comme le gouvernement accompagne les opérateurs turcs, nous, on va essayer d'accompagner les opérateurs guinéens. Le gouvernement guinéen n'a pas ce moyen, mais à travers la Banque islamique, à travers l'AFD, à travers la SFI, on peut accompagner les hommes d'affaires privés. Ce que vous devez faire, c'est encourager les Turcs à faire des usines de montage en Guinée sur place parce que, comme j'ai expliqué hier, il y a le marché guinéen, le marché de la SEDEAO, l'Agora, mais aussi l'Union européenne parce que nous avons accès à ce marché. Donc, les entreprises peuvent vendre aux États-Unis à travers la Guinée, comme ils peuvent vendre dans la SEDEAO à travers la Guinée, comme ils peuvent avoir accès au marché du marché commun à travers nous. Parce que quand c'est fabriqué en Guinée, dans le cadre de l'accord de partenariat qu'on a avec l'Union européenne, on peut vendre des produits là-bas. C'est sur ça qu'il faut encourager nos partenaires. Les gens sont bien déterminés, parce que leur président est déterminé. Il faut que nous puissions tirer des avantages de cela et qu'on ne rate pas cette éventualité. Mais le grand problème des hommes d'affaires guinéens, souvent ils n'ont pas de projet bancable. Or, une banque ne peut pas vous accompagner si vous n'avez pas de projet bancable. C'est pourquoi nous sommes essayés de mettre en place une bureau d'études pour vous accompagner. C'est le défaut aussi du gouvernement. Le gouvernement n'a pas beaucoup de projets bancables. Aujourd'hui, les banques chinoises nous appellent en disant, le président nous demande, mais où sont les projets guinéens? Donc, nous-mêmes, il y a la pression sur nous aujourd'hui pour avoir à la Chine des projets bancables, mais parce qu'on n'a pas suffisamment de projets bancables. Or, le président chinois nous a bien accompagnés, il a dit, au ministre doit venir avec des projets bancables. Hier, avant-hier, nous ont demandé, on a dit non, on ne peut pas venir avec des projets bancables puisqu'il fallait d'abord qu'on ait une ligne de crédit d'Exim Bank. Moi, je demande une ligne de crédit de 2 milliards de dollars. Maintenant, si on a une ligne de crédit, on sait tas de temps, là, on peut maintenant faire des projets bancables. Par exemple, nous sommes en train de travailler avec Souma pour le projet de Coloma. Bon, beaucoup d'autres projets, puisque maintenant on sait que Exim Bank va nous accompagner. Exim Bank va vous accompagner. Mais il faut avoir des projets bancables. Alors peut-être que vos partenaires peuvent vous aider à avoir des projets bancables, parce qu'ils ont déjà l'expérience, mais ils peuvent vous aider à avoir des projets bancables. Je pense que c'est ça que le plus important. Mais nous aussi, nous devons aussi encourager les... Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire en Guinée et vendre en Turquie. Par exemple, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'artisanat.
Voilà un peu le tableau d'ensemble. Mais c'est de sérieux que vous devez montrer avec vos partenaires. Parce que s'ils viennent, si les premiers sont d'ici, les autres ne viendront pas. Donc c'est votre comportement qui va encourager les premiers qui viennent à ce que d'autres viennent. Oui. En tout cas, le DEC a vraiment fait son travail. Et toutes les rencontres que j'ai eues avec les hommes d'affaires, le vice-président était là. Et hier, à toutes les rencontres, ils étaient là avec le gouverneur, avec le maire. Et donc, pour certaines activités, la mairie va nous accompagner. Donc, on va envoyer... Hier, ils nous ont même fait 25 bourses pour l'école de commerce qu'ils ont ici. Donc, ils sont vraiment déterminés à nous accompagner. Mais les Guinéens ont tendance à trop à décevoir les gens. Vraiment, il faut qu'on change l'âge, qu'on ne déçoive plus les gens à l'Issadi. Parce que nous avons tendance trop à décourager les gens. Alors, si on décourage les gens ne viendront pas. Pour le moment, il n'y a pas un pays africain qui a les relations avec la Turquie que nous avons aujourd'hui. Mais c'est à nous à savoir en profiter. Donc, moi, je peux vous aider, mais je peux vous tenir la main, mais je ne vais pas vous porter dans mon dos. Alors, je peux vous tenir la main, on marche ensemble. Voilà. Tour à tour, ces hommes d'affaires guinéens ont expliqué au chef de l'État les entretiens qu'ils ont eus avec ceux de la Turquie. Des entretiens qui, pour l'ensemble de ces chefs d'entreprise du pays, sont satisfaisants et augurent surtout de bons espoirs pour les deux pays, la Guinée et la Turquie. Justement, le forum d'affaires Turquie-Guinée a réuni jeudi à Istanbul plusieurs hommes d'affaires. Une rencontre qui va à coup sûr permettre aux opérateurs économiques turcs et guinéens de consolider la volonté politique des deux chefs d'État. Reportage Kianos Mandialo. Les opérateurs économiques guinéens à la rencontre des hommes d'affaires turcs. C'est à la faveur de la visite officielle du chef de l'État en Turquie. Deuxième du genre, ce forum entre les hommes d'affaires des deux pays renforce la coopération bilatérale. Plus de 130 opérateurs économiques guinéens ont effectué le déplacement sur Istanbul pour sceller des partenariats avec le secteur privé turc. Mobilisé autour de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, CPEC, le secteur privé guinéen est rassuré par ce partenariat économique. La CPEC attend de ce forum qu'il soit profitable à ses adhérents dans les rencontres B2B en termes de recherche de partenaires. Mais ce vœu ne s'adresse pas qu'aux adhérents de la CPEC. Ce vœu, ce souhait, je l'étends à tous les acteurs du secteur privé guinéen, qu'ils soient CPEC ou non. Je parle pour que tout le secteur privé guinéen puisse bénéficier de ce type de rencontre, de ce type d'expérience et qu'il soit profitable aux uns et aux autres. L'ambition du gouvernement guinéen est de créer un climat d'affaires favorable entre Ankara et Conakry et d'accroître les investissements turcs en Guinée. Ce forum a pour but d'impulser la coopération économique commerciale entre la Turquie et la Guinée. Le volume des échanges est en deçà du potentiel. Il est en deçà de la volonté politique des deux présidents. Nous sommes à 67 millions de dollars. Les deux présidents se sont fixés pour objectif d'atteindre très rapidement 250 millions de dollars hors investissement direct en termes d'échanges commerciaux. Donc le but de ce forum est d'aider à cela, de faciliter le contact d'affaires entre Turcs et Guinéens. Et je pense qu'on est bien parti. La construction de logements en Guinée par les entreprises turques figure en bonne place dans ce rapprochement économique. Les échanges entre le secteur privé guinéen et les hommes d'affaires turcs présagent la réussite d'un partenariat gagnant-gagnant. En marge de sa visite d'État en Turquie, professeur Alpha Condé a été élevé au grade de docteur honoris causa par l'université Galatasaray d'Istanbul. Retrouvons Sanasi Keita. Les raisons de ce titre du docteur honoris causa décerné au président de la République ici à l'université de Galatasaray d'Istanbul sont bien claires. Quand on est un homme politique, on doit nécessairement se tourner vers non pas le passé mais l'avenir. Mesdames et messieurs, cet homme aussi déterminé que pacifique qui prend, selon ses dires, Nelson Mandela comme modèle, fait désormais lui-même figure de modèle pour tous les hommes inspirés par la liberté qu'offre la démocratie. Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur le Président, nous avons pensé tout naturellement à vous pour ce titre honorifique.
Mesdames et messieurs, la faculté de droit de l'université Galatasaray a donc l'honneur de décerner le titre de docteur honoris causa à ce fervent défenseur de la démocratie, non seulement pour son propre pays, mais pour toute l'Afrique et tous les pays qui en sont dépourvus. Le recteur de l'université de Galatasaray s'est réjoui de décerner ce titre du docteur honoris causa au chef de l'État pour son engagement surtout en faveur de la formation. Vous avez récemment souligné que la liberté économique, politique et sociale commence par la maîtrise du savoir. Une telle profession de foi et votre long combat pour la liberté et la démocratie suffisent à justifier votre distinction par notre université. C'est au nom de tout cela, et de bien plus encore, que sur la proposition de la faculté de droit, le Sénat de l'université Galatasaray a décidé à l'unanimité de vous décerner le titre de docteur honoris causa en droit. Le récipiendaire s'est réjoui. J'avais envie de visiter cette université parce que c'est l'une des plus prestigieuses de la Turquie, sinon du monde, qui enseigne le français. Et surtout cette université de droit, c'est l'université qui défend les droits de l'homme. Et cela est le truc plus important pour moi, que la Turquie vient de connaître il y a juste quelques mois, une tentative d'atteinte au droit, à la liberté et à la détermination du peuple turc. Donc cela encore augmente davantage mon plaisir, mon émotion et ma fierté. Car défendre les droits de l'homme, défendre la liberté dans le monde d'aujourd'hui n'est pas facile. Surtout lorsque nous sommes confrontés tous aujourd'hui à un phénomène extrêmement grave qui est le terrorisme. La Turquie connaît le terrorisme à ses frontières en Syrie, en Irak. La Guinée connaît le terrorisme à ses frontières au Mali, en Guinée-Bissau, sans compter le Nigeria. Donc le combat pour la liberté aujourd'hui est devenu encore un combat beaucoup plus décisif, surtout que nous sommes des pays musulmans, que l'islam est une religion pacifique et tolérante qui n'a jamais admis la violence. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des gens qui se réclament de l'islam et qui font tout à fait le contraire. Donc une université comme Galatasaray, qui a l'honneur de recevoir les meilleurs étudiants, puisque le recteur m'a dit que les étudiants les mieux classés, 60e sur 2 millions, choisissent toujours l'université de Galatasaray. Ce qui montre encore que cette université est prestigieuse et surtout qu'elle continue à défendre les droits de l'homme et la liberté. Ce combat est un combat difficile, mais un combat nécessaire, parce que nos peuples ont besoin de liberté, nos peuples ont besoin qu'on défende les droits de l'homme. Même si aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la défense des droits de l'homme est souvent à géométrie variable, c'est-à-dire en fonction des intérêts des grands pays. Ils peuvent soutenir des dictatures d'un côté et combattre des dictateurs de l'autre côté. C'est pourquoi nous, qui nous estimons que la liberté ne se partage pas, qu'on doit défendre la liberté, comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je mourrai pour défendre vos idées. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté. Accepter la contradiction, accepter de défendre d'autres qui n'ont pas les mêmes idées que vous, mais qui ont le même droit à la vie, à la démocratie, à la liberté. Donc, mon plaisir est très grand et surtout mon émotion, car ce n'est pas toujours donné la chance d'avoir cette reconnaissance dans une université aussi prestigieuse. Je suis très reconnaissant donc, à mes collègues enseignants. Le président de la République s'est enfin entretenu avec les étudiants de cette grande université turque d'Istanbul. Professeur Alpha Condé leur a prodigué d'utiles conseils dans le but surtout de devenir à l'avenir de grandes personnalités écoutées et surtout capables de défendre haut et fort les droits de tous les citoyens. Et puis ce décret qui nous parvient à l'instant même, décret D 2016-386, PRG SGG portant nomination de l'administrateur général de la Société Électricité de Guinée. Le président de la République décrète, article 1er, M. Abdembi Atou, ingénieur électricien et mécanicien, est nommé administrateur général de la Société Électricité de Guinée et de G, en remplacement de M. Augustin Lovichi.
Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry le 30 décembre 2016, signé professeur Alpha Condé. Par ailleurs, les travaux des journées de réflexion sur les institutions publiques guinéennes sont lancés à Conakry. Pendant 2 jours, les représentants des différentes institutions et les acteurs de la société civile vont diagnostiquer tous les problèmes qui entravent le bon fonctionnement de nos institutions et proposer des pistes de solutions afin qu'elles répondent aux aspirations des populations. On en sait plus avec Maurice Sidibé, Mamaïsata Kamara. Rendre les institutions républicaines de la Guinée plus solides et efficaces en vue d'une meilleure gouvernance des services publics, c'est l'objectif visé par ces journées de réflexion. Elles regroupent les membres des institutions et les acteurs de la société civile. Ces participants vont approfondir leurs connaissances sur les missions et le fonctionnement des institutions pour mieux comprendre les défis auxquels elles sont confrontées. Après le Forum social ouest-africain, on a jugé utile, après l'analyse des questions qui ont été discutées, que les populations guinéennes n'étaient pas satisfaites de leurs institutions républicaines. D'abord, les conditions de mise en œuvre de ces institutions posaient problème. La loi n'est pas respectée sur toute la longueur. Le mode de choix ne respecte pas les principes d'intégrité et la rigueur requise pour avoir des représentants de qualité. Et ces institutions sont étouffées par un manque de ressources financières et de ressources humaines de qualité qui les permet d'offrir des services publics de qualité. Venus des différentes institutions républicaines du pays et les experts en gouvernance, ces acteurs vont travailler pour diagnostiquer les problèmes et relever toutes les insuffisances qui empêchent les institutions de mieux répondre aux aspirations des populations. Les acteurs doivent se retrouver à tout moment pour revisiter, s'il le faut dire, toutes les lois de la République par rapport au fonctionnement, au rapport entre les institutions, au rapport entre les institutions et la population guinéenne pour pouvoir trouver des solutions, éviter les sorties dans les rues. Au terme des travaux, des recommandations seront formulées et soumises aux décideurs afin que la gestion des institutions soit améliorée. Un comité de veille sera mis en place en vue de renforcer la redevabilité des institutions vis-à-vis des citoyens. Lancement à Cancan de la première foire artisanale et touristique de la région. Cette exposition des produits locaux est une opportunité de montrer le savoir-faire des fils de la localité. La cérémonie a été rehaussée de la présence du ministre de la Culture, Sia Kabari. Reportage Younous Atawel Kamara. Première édition de la foire artisanale et touristique de Cancan. Opportunité pour les artisans de la localité et les autres venus des différentes régions du pays. Une façon de promouvoir leur savoir-faire traditionnel. Nous avons ici la teinture, les créations de tout genre. Donc nous voulons mettre en valeur de nos produits, consommons guinéens. Parce que comme vous le voyez ça c'est les damiers en bougie. C'est un savon artisanal, un savon naturel. Naturel pourquoi? Parce que c'est fabriqué à travers les produits naturels, notamment les huiles végétales et ainsi de suite. Donc c'est essentiellement extrait des produits naturels, des produits de chez nous. Dans les différents stands, divers articles fabriqués par les artisans locaux. Toute chose qui ravit les autorités en charge du tourisme et de la culture. L'artisanat, c'est l'affaire de tous et j'ai toujours eu l'habitude de le dire. L'artisan est on ne peut pas quantifier la valeur ajoutée de l'artisanat sur notre vie de tous les jours. Cette cérémonie se tient à un moment donné où le président de la République a déjà fait appel à tous les artisans de la Guinée pour leur demander de se donner la main, de faire preuve de plus de créativité, de plus d'ingéniosité et pour fonder surtout en eux l'espoir d'un futur émergent pour notre pays. La deuxième édition de la foire artisanale et touristique de Cancan aura lieu en 2017 ici au centre d'exposition et de vente des produits artisanaux de Nabaya.
Présentation ce matin du plan de travail et le budget du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier au titre de l'exercice 2017. Un plan de travail consacré au renforcement des capacités des cadres de l'administration minière pour un montant global de plus de 7 millions de dollars américains. À la fin des travaux, le comité de pilotage a validé les documents statutaires. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Le plan de travail et le budget annuel 2017 du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier est validé. C'est à la faveur de la 7e session du comité de pilotage du dit projet. Le budget se chiffre à plus de 7 millions de dollars américains. La suite sera consacrée au renforcement des capacités des cadres des départements impliqués dans la gestion des mines. Il y a une partie investissement, une partie fonctionnement, et ça va couvrir des activités, notamment la géochimie au ministère des Mines et de la géologie. Au niveau des transports, des activités de formation qui ont été identifiées, certaines activités de terrain et des activités juridiques également, l'élaboration du code de la marine marchande, qui est une activité ancienne qui vont poursuivre grâce au fonds du PACSEM. Et au niveau du ministère du budget, l'élaboration d'un manuel. Il y a beaucoup d'autres activités qu'on a identifiées. Le défi que se fixent les membres du comité de pilotage du projet, c'est d'abord de corriger les imperfections enregistrées dans l'exécution du projet en 2016. Nous avons tiré les leçons du passé. Les dispositions prises cette année ont été que quand un département ministériel ou un service inscrit une activité, nous lui demandons de faire accompagner l'inscription par un projet au moins des termes de référence. Donc à date, nous avons plus de 75 à 80% des TDR élaborés qui sont à notre niveau. Avec un coût initial de financement de 20 millions de dollars américains, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier est opérationnel depuis avril 2013 et prend fin le 31 décembre 2018. Poumon de l'économie guinéenne, le port autonome de Conakry affiche ses ambitions pour 2017, notamment l'aménagement de la zone Est pour fluidifier le trafic portuaire et désengorger la presqu'île de Kalouma. Des dispositions susceptibles d'aider la Guinée à se positionner comme terminal de transit pour les pays voisins sans littoral comme le Mali. Reportage Fodé Camara. À l'orée de la nouvelle année, la direction générale du port autonome de Conakry jette un regard rétrospectif sur les acquis de l'année 2016. L'achèvement des travaux de la nouvelle capitainerie, la construction d'une tour de contrôle des navires et la réhabilitation du quai minier et des quais conventionnels. Un dispositif de sécurité accompagné par des mesures visant à renforcer les réformes contre l'évasion fiscale pour mieux renflouer les caisses de l'État. En termes de chiffre d'affaires attendu, nous projetons en fin 2016 une hausse significative de 47 milliards de francs guinéens TTC par rapport à l'année 2015, soit un taux de réalisation de 119,7%. Je tiens à vous signaler aujourd'hui que nous avons procédé au remboursement du montant total des découvertes bancaires qui se chiffrait au 22 juin 2007 à 7 milliards 497 millions de francs guinéens et au paiement de 1 milliard 400 millions au titre des intérêts débiteurs. Nous avons aussi réussi à payer 28 milliards 133 millions au titre des impôts contre 3 milliards 13 millions en 2015. Pour 2017, le grand chantier à ouvrir est l'aménagement de la zone Est. À ce niveau, un contrat de partenariat public-privé vient d'être signé avec l'entreprise tchèque d'un coût global de 775 millions de dollars. Principale composante de ce projet, la construction de 3 postes à quai d'une longueur de 846 mètres linéaires et le remblayage de 75 hectares de terre-plein. À cela s'ajoute le jumelage avec le port de Miami aux États-Unis et d'autres dispositions de fluidité du trafic portuaire. Dans les perspectives du port autonome pour 2017, nous devons faire les travaux d'achèvement de la construction de la nouvelle capitainerie et l'extension du bloc administratif et la construction d'une tour de contrôle au port de Conakry qui n'existait pas. Tous les autres ports sont dotés de tours de contrôle, à l'image de l'aéroport. Nous nous proposons de le faire, de réhabiliter aussi les quais, nos quais qui s'affaissent, notamment les quais numéro 8 et 9 de CBK,
nous voulons, n'est-ce pas, les réhabiliter. Et ensuite, l'entretien et la maintenance de nos équipements. Pour conforter la gestion des ressources humaines. À ce sujet, les vannes sont ouvertes pour l'insertion et la promotion des jeunes. Toute chose qui rassure les 13 employés du port autonome qui ont fait valoir en cette fin d'année 2016 leur droit à la retraite. Je l'avoue, une cérémonie très émouvante. Je suis arrivé au port en 1982, fin 82 précisément, au moment où on venait de créer le port autonome de Conakry. Et ça a été pour moi une découverte extraordinaire. Nous étions tout juste de jeunes cadres affectés au niveau de cette nouvelle entreprise qui venait de naître. Aux jeunes qui vont prendre la relève, tout ce que j'ai à leur dire, c'est d'être soudés, d'être altruistes surtout. Avec le sentiment du devoir accompli, ces retraités ont rappelé la nécessité de poursuivre des efforts de renforcement de capacité pour réussir le pari de la compétitivité dans les opérations d'accostage et de stockage des marchandises. Éducation, une nouvelle politique de formation vient d'être initiée par le ministère de tutelle à l'intention des enseignants de l'élémentaire. Il s'agit du tiers moyen. L'objectif est de renforcer les capacités des enseignants en français et en calcul. Reportage Amadou Touré. Pour améliorer les pratiques de classe à l'élémentaire, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation initie la formation des enseignants du tiers moyen. Cette deuxième cohorte comporte 2000 enseignants et directeurs d'école. Pendant 20 jours, ils vont renforcer leurs capacités professionnelles en mathématiques, français et en pratiques professionnelles. Désormais, les enseignants seront préparés correctement les leçons selon l'approche entrée par les compétences, tout en respectant les 5 pas didactiques de cette approche. C'est-à-dire, dans l'approche par les compétences, nous avons 5 pas didactiques à respecter pendant la préparation écrite. Nous avons la vérification des prérequis, nous avons la mise en situation, nous avons l'apport notionnel, nous avons les activités de réinvestissement et nous avons le bilan à faire. Nous avons remarqué qu'au niveau de la mathématique, nous avons des problèmes, surtout au niveau des constructions géométriques. Au sortir d'ici, je crois qu'ensuite, en matière de la pratique en classe, nous allons essayer de mieux rendre. Une initiative de la Direction du Service national de la formation et du perfectionnement du personnel du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous constatons qu'il y a beaucoup de difficultés dans les disciplines fondamentales, notamment en français et en mathématiques. Et c'est pourquoi nous avons accueilli cette formation avec beaucoup d'engouement. Après ce deuxième groupe, la troisième cohorte composée de 2000 enseignants débutera la formation en septembre 2017. L'association ADLAM vient de tenir sa deuxième assemblée générale. ADLAM est un système d'écriture de la langue poulard. Il est créé pour faire la promotion de nos langues nationales. La rencontre a été l'occasion pour les membres de l'association de faire le bilan des actions réalisées et de définir de nouvelles perspectives pour 2017. Nabi Zakaria Bangoura. C'est par l'exécution de l'hymne national en langue poulard que la deuxième assemblée générale annuelle de l'association ADLAM Guinée a ouvert ses travaux à l'Abi. ADLAM signifie les 4 premières lettres de l'alphabet poulard, un système d'écriture créé en 1980 à Zérekouré pour promouvoir nos langues nationales. Cet alphabet comprend 28 lettres, dont 5 voyelles. Pour mettre fin à l'ignorance, mettre fin à l'analphabétisme, si on arrive à enseigner, n'est-ce pas, nos langues nationales, je pense que je suis sûr et certain qu'on peut sortir de cette l'ignorance. Plusieurs rapports ont été présentés par les différentes commissions sur l'évolution et les progrès réalisés par l'association, parmi lesquels la présentation de l'écriture ADLAM à la conférence des langues africaines à l'université de Harvard aux États-Unis, la création de 14 écoles informelles et l'augmentation du nombre d'enseignants et apprenants en Guinée et dans certains pays d'Afrique. ADLAM poulard est un alphabet ou un caractère, autrement dit une écriture qui permet d'écrire la langue poulard. Vous savez, la langue poulard est une langue à classe, difficile à écrire à travers un autre alphabet, parce qu'il y a des sons et des consonnes, ou bien des voyelles qui existent en poulard qui n'existent pas ailleurs.
Aujourd'hui, les chercheurs de l'alphabet Adlam éditent des calendriers, des journaux et des manuels de lecture. Cet alphabet qui interprète aussi le Coran est apprécié par les autorités religieuses. C'est pour accompagner le gouvernement, pour lutter contre un alphabétisme. Cette deuxième assemblée générale annuelle de Adlam Guinée a mobilisé à l'abbaye pendant 3 jours les promoteurs de cet alphabet venus des 4 régions de la Guinée et plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. L'université Roi Mohamed VI de Conakry accueille ses nouveaux étudiants sur le campus. Il a été question d'expliquer à ces jeunes étudiants les règles de conduite, les modes d'évaluation et les avantages du système LMD. Explication Saint-Martin Francine Adounou. Au cours de cette assemblée générale, les responsables de l'institution échangent avec les étudiants sur le contenu du calendrier universitaire et les méthodes d'évaluation du système LMD. Un échange qui vise à mieux préparer les nouveaux étudiants aux exigences d'études universitaires. L'attente qui est là, c'est de donner une bonne formation et qu'ils suivent bien les cours. Et ce qu'on les explique maintenant, c'est de pouvoir accomplir ces missions. Cette mission, c'est quoi? C'est d'apprendre et avoir une formation vraiment digne du nom qu'on a toujours sollicité et qu'on est en train de donner toujours aux enfants. Cette rencontre d'information est marquée par des questions-réponses entre étudiants et les encadreurs de l'université Roi Mohamed VI, posés sur les critères d'orientation dans les différentes filières. J'ai retenu vraiment qu'au niveau aussi des évaluations, que les évaluations aussi ne sont pas si simples et si faciles aussi qu'on croit. Et puis les habillements ne sont pas au hasard. L'université n'est pas un monde aussi très facile qu'on croit. C'est un monde de civilisation, c'est un monde en fait de modernisation aussi. Je suis très contente d'assister à cette conférence parce que j'ai appris beaucoup de choses dont je ne savais pas. J'ai compris à l'université, c'est de faire le sérieux, c'est pas venir juste écouter les professeurs, c'est d'aller faire aussi des recherches. En fait, je suis très contente parce que j'ai appris beaucoup de choses. Pour cette année académique, l'université Roi Mohamed VI de Conakry accueille de nombreux étudiants. Des étudiants répartis entre plusieurs filières. Aujourd'hui, cette institution d'enseignement supérieur privé est connue pour la qualité de sa formation. Et puis, une mission composée de ressortissants de Beila s'est rendue dans la localité pour remercier les populations au nom du président de la République. Les cadres de la région ont évoqué la nécessité de consolider la paix et l'unité nationale, condition indispensable pour le développement de notre pays. Nous y reviendrons plus en détail avec notre reporter Komara Moussa. Et puis, ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret D 2015-25 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du lundi 2 janvier 2017, lendemain du nouvel an, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter la bonne fête à l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Signé le ministre Sékou Kourouma. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à demain.